pouvais plus de toute cette masse de lard qui avait poussé avec le temps autour de ma voix. Que ma voix pût à sortir de ce tonneau de gras en forme de femme. Je voulais me débarrasser de ce fardeau pour qu'il ne reste plus que la voix, ma voix, qu'on entende et ne voit qu'elle. Quand j'ouvrais sur les scènes des plus importants théâtres du monde, ma grande galoche grecque, incendiée par le rouge à lèvres, sous des yeux étincelants et bistrés, presque exorbités dans l'effort et l'ivresse du chant. Vous là, dans le noir, dans les grandes salles de velours et d'or, comme d'autres créatures, envoûtées et pétrifiées, face au chant inventé du rossignol sur sa branche, dans les renfoncements de la terre, de l'air. Je sais, je comprends ce qu'éprouve le petit corps couvert du rossignol qui se dilate à travers le champ. Ce que peut éprouver l'alouette dans un champ de blé quand elle lance son appel sexuel. Comme je vous le lance à vous, même si je sais qu'aucun d'entre vous ne m'entend, ne m'entendra. Puis, un chant commencera à s'élever vers moi de loin, puis montera des fauteuils de velours et volera jusqu'à moi, venu du noir profond de la salle. Quelqu'un dont j'ignorais l'existence il y a un instant, comme l'alouette ne connaît qu'une seconde plus tôt son compagnon, qui commence à libérer pour elle seule, son chant inventé depuis quelque endroit de la terre, de l'air. Et je comprends aussi ce que peuvent éprouver l'aigle, le faucon, quand il faut monter leur voix depuis les strates les plus hautes et les plus concaves de l'espace. Et la chouette obscure, tapie dans le sombre feuillage la nuit, lorsque de mon corps sortent ces sons rauques, gutturaux, terribles, ou que ma voix se fixe sur ces échos stridents, comme le crissement désespéré des cigales sur le métal ardent des prés à peine fauchés. Alors un jour, j'ai fait ce que je devais faire. Mon médecin nutritionniste est arrivé avec cette chose. Nous en avions déjà parlé. J'ai dû le forcer. Mais je suis quelqu'un qui ne s'arrête devant rien. Ce fut un repas comme un autre. Une chose de rien du tout, je vous assure. J'ai fermé les yeux, j'ai mangé, rien de plus. Les jours ont passé. J'étais à l'écoute de chaque petit changement à l'intérieur de mon corps. Le médecin prenait constamment des nouvelles, comme si j'attendais un enfant.
Il voulait savoir si je commençais à sentir sa présence dans mon corps. Moi, j'écoutais comme la mère écoute avec exaltation et fébrilité les mouvements d'un petit corps inventé à l'intérieur de son ventre. Il ne m'a pas fait attendre longtemps. Mince alors, me suis-je dit, quand je l'ai senti pour la première fois. Il a déjà pris. Il ne perd pas de temps, celui-là. Il a sûrement trouvé un terrain fertile. Ensuite, il n'y avait plus qu'à écouter à l'intérieur de moi sa croissance impétueuse, rapide. Il se gavait de moi. Il s'allongeait de jour en jour. Je le sentais bouger. Comme il devient long, je pensais, amusée et terrifiée, comme il devient gros. Mon corps réussira-t-il à le contenir tout entier? Il peut atteindre une longueur de 5 mètres, me disait le médecin, voire 10, dans certains cas. Il peut compter jusque 100 segments ou proglottis, dont certains sont gravides, remplis d'œufs à en éclater. Les proglottis pleins d'œufs, expulsés par voie intestinale, sont ingérés par les animaux, par le porc, dans le cas du Taenia solium. Il libère des embryons qui pénètrent le circuit sanguin et se disséminent dans tout le corps. Après quelques semaines, les embryons mûrissent, formant le cysticercus. Si la viande porteuse de cysticercus est ingérée par l'homme, le scolex se libère, se fixe à la muqueuse de l'intestin grêle où ne se développe qu'un seul spécimen. C'est pour cela qu'il est communément appelé ver solitaire. Bon sang, comme il grandissait, je commençais à avoir des nausées, des souffrances musculaires, cérébrales. Le médecin prenait constamment des nouvelles. Je reprends. Bon sang, comme il grandissait, je commençais à avoir des nausées, des souffrances musculaires, cérébrales. Ce sont les effets de la cysticercose, m'expliqua le médecin. La nuit, j'avais de plus en plus de difficultés à dormir allongée. Je devais rester presque assise, le dos appuyé contre ces oreillers épais, vaporeux, superposés, comme on en trouve dans les grands hôtels, de peur que, glissant le long de mon œsophage, cette vipère ne remonte jusqu'à ma gorge. J'avais du mal à dormir, à manger, mais en même temps, je disais mentalement à mon hôte, « Mange, mange mon grand, mange-toi toute ma merde, laisse-moi seulement la voir !» En même temps, je continuais à préparer les opéras, je me rendais ponctuelle au rendez-vous avec les maestros et les orchestres, et personne ne savait rien de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Parfois, j'étais prise de vertige pendant que je répétais avec les autres. J'avais du mal à garder l'équilibre quand je chantais. Mais cela passait. Je me remettais à chanter de ma voix âpre, forte, douce, sauvage, indomptable, capable d'exprimer la délicatesse, la fureur. Je faisais des vocalises aux derniers étages des gratte-ciel, sur les terrasses, d'où l'on voyait les étendues de lumière de New York, Philadelphia, Chicago, quand j'étais pour chanter au Metropolitan
à l'American Academy of Music, au Lyric Theatre. Je répétais une aria sur cette forêt de pointes acérées, cabrée de ciment et de verre, criblée de fenêtres éclairées à peine